Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Utopie, dystopie, histoire à faire rêver et à faire peur. Catherine, tu es auteure de science-fiction, plus précisément d'éco-fiction. Le tome 2 de Monasphère va paraître en février 2022. Il sera publié aux éditions Ex Aequo dans la collection Atlantéis. Pourquoi, pour toi, il est important de parler d'utopie et de dystopie? Le terme « est important. J'ai juste rappelé un contexte là maintenant en 2021, c'est dans le contexte du rapport du GIEC 2021 et de la COP 26, j'observe une forte présence des fictions des futurs sous forme de concours, de réseaux d'auteurs animés par des ONG et d'ateliers proposés par des citoyens ou dans les entreprises. Et la question de l'utopie ou de la dystopie est avant tout émotionnelle et rationnelle. Alors comment cette émotionnalité et cette rationalité s'ancrent d'abord dans l'utopie? Alors l'utopie serait la fiction qui rend le futur désirable et souhaitable et qui amènerait de la sécurité au lecteur. Le résultat de cette sécurité, c'est que le lecteur serait conforté dans l'espoir, dans une certaine forme de confort, voire de l'inaction. Pour donner un exemple, avec l'énergie verte, pouvoir continuer à fonctionner comme aujourd'hui, ne rien changer. La vision de quelque chose d'atteignable, dans certaines interprétations, lui permettrait d'agir en fait, se dire ok, il y a quelque chose de possible, de vivable, donc j'agis et je vais vers l'énergie verte. L'utopie, donc, c'est plutôt quelque chose de positif. La dystopie, je suppose que c'est le contraire. Tout à fait. C'est vraiment une polarité. La dystopie, elle a pour réputation de faire peur, d'angoisser, en montrant un avenir sombre, catastrophique. Ça provoquerait deux effets sur le lecteur. Il pourrait être paralysé, ou bien le refus de vivre cet avenir le pousserait à agir. En arrière-fond se pose pour moi donc la question de la responsabilité, parce que dans les deux cas, utopie ou dystopie, on a soit émotionnellement la peur qui domine avec une paralysie ou bien une paralysie liée au confort qui est maintenue, soit dans les deux cas, il y a des possibilités d'action. Et ça pose la question pour les auteurs d'éco-fiction, c'est comment montrer des chemins entre le futur et aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu écris? Des utopies ou des dystopies? Parce que tu dis souvent que la science-fiction est une médiation entre le futur et le présent. Donc toi, dans ton travail d'écriture, qu'est-ce que tu écris? Alors, j'écris donc des écologies-fictions où en fait je croise la dimension utopique et dystopique. Et je vais procéder à un petit réglage où parfois l'histoire qui m'inspire va être plus dystopique et dans d'autres cas plus utopique. Ça dépend vraiment du contexte. Donc tu écris quelque chose qui mélange les deux. Oui. Mais aujourd'hui, si on a envie d'avoir accès à ce que tu écris, comment on fait? Alors aujourd'hui, pour avoir accès à ce que j'écris, j'ai lancé une chaîne de podcasts et ces podcasts sont souvent issus d'ateliers interactifs lors desquels j'écris des éco-fictions inédites qui sont soit sur des lieux, soit sur des métiers, soit sur des situations. Donc tes éco-fictions sont aujourd'hui enregistrées en audio. Est-ce que tu as choisi un format particulier? Alors j'ai choisi un format particulier qui est environ autour de 10 minutes pour permettre de les écouter dans les transports en commun, de les écouter en voiture ou chez soi. Et ce qui donne la possibilité d'avoir la possibilité, on a le temps d'en écouter tout de suite plusieurs, qui permet d'avoir une espèce de mosaïque de cette projection, mosaïque avec des grandes villes, avec des villes de taille moyenne, avec des villages et avec en arrière-fond des enjeux sur les questions se nourrir, se déplacer, l'éducation, se divertir.
qui sont des questions qui nous taraudent tous. Et dans ces 10 minutes offertes à l'auditeur, comment tu croises utopie et dystopie? Est-ce que tu pourrais nous l'ancrer de façon concrète dans un exemple ou dans 2 exemples à ta guise pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de ce que ça veut dire concrètement? Alors, je vais prendre un exemple qui est « Et si nous vivions dans la forêt ?» qui décrit la vie dans la ville-forêt de Strasbourg dans 50 ans. Et cette nouvelle a une couleur d'utopie. Elle décrit une vie paisible et en harmonie. Pour autant, les réalités de la frugalité et de la migration climatique sont bel et bien décrites. Et quand j'ai fait cet atelier interactif à partir de cette nouvelle, certaines remarques étaient sur la question des voyages, sur la question d'être beaucoup plus sédentaire, ou pas faire des voyages longs, mais des voyages à plus proche distance pour des longues durées. Par exemple, poser des questions aux uns et aux autres. Donc, dans cette utopie, la dimension dystopique et inconfortable est liée au renoncement à ce que nous vivons aujourd'hui comme des dus. Circuler en voiture, en avion, avoir de l'énergie disponible en permanence, se nourrir de denrées coûteuses en transport, être addict au sucre. Donc voilà pour un premier exemple. Est-ce que tu en aurais un second où tu pourrais montrer peut-être un autre ressort dans l'écriture? Alors, dans une autre écofiction, celle sur le métier de médiateur, j'ai choisi un angle plus sombre, mais pour autant, j'y propose des solutions réalistes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Je situe l'histoire en Île-de-France et je visualise des communautés que j'appelle des simples. Et dans ces communautés de 250 personnes sont accueillis au maximum 10% de migrants climatiques, donc 25 personnes. Et j'y raconte des formes d'intégration des migrants et de gouvernance adaptée à la situation. L'engagement de changement d'habitude de vie par rapport à aujourd'hui est nettement plus fort dans cette nouvelle sur les médiateurs. Et pour donner un exemple concret de ce que je crée dans la nouvelle, j'y crée en 2023 une coopérative de médiateurs experts dans les effets sociétaux du changement climatique qui, en 2070, va recruter Lucie, l'héroïne de la nouvelle. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu avais fait un atelier au Salon du Livre de Strasbourg avec l'écofiction sur la forêt. Là, tu nous parles de cette écofiction pour les médiateurs qui a aussi donné l'occasion d'un atelier. Nous avons eu le plaisir aussi ensemble de faire un atelier sur Montferrand avec une écofiction sur Montferrand. Quelles sont les réactions que tu as des auditeurs? Qu'est-ce qui te marque quand on fait ce type de dispositif? Alors, dans le dispositif, on intègre fortement la dimension émotionnelle. Et donc, le partage des émotions, qu'elles soient ça me fait rêver, ça me fait peur, ça m'angoisse, est tout à fait capital. Et ensuite, dans le travail à venir, c'est un travail de créativité à partir des SI. Les SI qui sont les fils tirés par les auteurs de science-fiction, qui est et si il y avait un problème d'eau, et si il y avait une forme nouvelle de gouvernance, voilà. Et si l'art prenait une nouvelle place. Donc je vois que tu pars finalement de choses qui peuvent être assez quotidiennes pour les auditeurs, pour les amener à avoir une réflexivité par rapport à leur propre projection dans le futur. C'est bien ça, Catherine? C'est bien ça. Et tu choisis donc des expériences qui sont du quotidien. Tu pourrais développer un peu sur ce sujet-là? Alors, comme je disais, c'est par exemple l'enjeu de la nourriture est un enjeu très important et c'est toujours présent dans ces écofictions. Mais de manière complètement différente. Celle qui est dans la forêt, il y a une question des ressources qui sont déjà dans la forêt. Alors que celle qui se passe à Montferrand, je
Par exemple, sur une des places de Montferrand, je crée une activité de spiruline, alors qu'aujourd'hui c'est une place qui est un parking. Donc ça vient s'ancrer, se superposer à la vie actuelle où on a une superposition d'images qui rend progressivement en transition possible d'autres manières de vivre les choses. Tu nous disais que ça avait de l'impact pour tes auditeurs, mais pour toi, Catherine Redelsperger, en tant que personne, en quoi les nouvelles que tu écris te touchent ou te font bouger dans ton quotidien? Alors, moi, ça me rend les choses encore plus exigeantes parce que ça m'amène à des réflexions qui me poussent aussi moi-même à l'action, et j'ai fait des choix de vie, de frugalité, pas extrême, mais de baisser mes revenus il y a quelques années pour pouvoir m'acheter du temps, et qu'aujourd'hui en matière de transport, j'utilise les transports en commun. Je veille, alors que j'adore les fruits exotiques, donc j'attends avec impatience qu'on ait des serres pour en avoir ici. J'évite de faire venir de loin des fruits exotiques. Enfin, ils arrivent, mais je n'en achète pas. Et donc finalement, ça te bouge dans ta propre vie. Voilà. Quel est ou le thème de ta prochaine nouvelle? Sur quoi tu as envie de l'écrire? J'ai envie d'écrire sur le métier de RSE. RSE, réseau social d'entreprise? Non. Responsabilité sociétale des entreprises, hein, c'est Tout plutôt à ça. fait. Tout D'accord. à fait. Merci Catherine pour cet échange et pour les quelques clés que tu nous as données dans ton écriture, qui finalement, au final, est plutôt quelque chose qui va se transformer en son. Voilà, donc merci Catherine. Merci Pierre. Et pour vous, tous nos auditeurs, je vous invite à retrouver les interviews et les écofictions de Catherine sur la chaîne de podcast, celle que vous préférez. Et puis, vous pourrez nous retrouver régulièrement. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.